Merci beaucoup MJ et Claire pour vos présentations si complètes sur les difficultés liées à la gouvernance de l'élimination du dioxyde de carbone à grande échelle. Vous avez réussi à vous changer comme ça si rapidement et par la magie d'Internet, nous sommes là à nouveau et donc nous sommes en direct avec vous et nous sommes très heureux de voir certains noms que nous connaissons déjà parmi nos participants. Nous avons un groupe réduit, donc c'est un grand avantage pour notre public qui peut ainsi bénéficier comme d'un séminaire et qui peut envoyer toute question et à laquelle répondront nos deux expertes. Vous devez envoyer vos questions dans la section des questions-réponses qui se trouve en bas de l'écran. Donc, mes collègues les organiseront et vont nous les envoyer. Et donc, il n'y a aucune question bête. Nous apprenons tous, et pour certains d'entre nous, ceci est un sujet très neuf et très complexe. Et c'est pour ça que nous avons avec nous deux expertes mondiales en la matière qui savent beaucoup. Pendant que donc vous réfléchissez aux questions que vous voulez formuler, je vais vous demander quelque chose à toutes les deux. Vous avez parlé de différentes difficultés liées à la gouvernance et un des domaines prioritaires pourrait être les incitations ou la comptabilisation ou le suivi. Pourriez-vous nous en dire plus sur qui doit s'impliquer pour aborder ces défis et ces difficultés? Est-ce que ce doit être fait dans le cadre des organes et des institutions internationales dont nous disposons déjà, ou alors faut-il en faut-il de nouveaux ou de nouvelles? Qui souhaite répondre? Je peux commencer. C'est une vaste question. Et il me semble clair que le régime climatique comporte beaucoup des éléments qui ont été mentionnés, et qui ne sont peut-être pas aussi développés qu'on le souhaiterait, mais nous avons mentionné certains défis, par exemple, quant à la présentation de rapports ou aux inventaires des gaz à effet de serre, la comptabilisation des émissions et des absorptions. Et il existe donc un système dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies et aussi dans l'accord de Paris, qui ne fonctionne peut-être pas complètement, mais qui existe, par exemple, pour faire le suivi des émissions qui sont réduites ou qui sont absorbées. Certains vont considérer que c'est un bon régime pour fixer des incitations, d'autres mettront des obstacles à ce système d'échange des efforts d'atténuation qui existent au niveau international, et nous pourrions certainement parler de lacunes sur la façon de fonctionner de ces échanges d'atténuation, mais les gouvernements sont déjà impliqués dans ce régime climatique et qui peut-être pourrait être plus rigoureux. Il y a d'autres systèmes qui existent, mais moi je trouve que le régime climatique fixé par la Convention cadre des Nations Unies et par l'accord de Paris est véritablement le système où ceci doit être abordé. Claire, vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, il y a une question justement qui a trait à ce sujet. Non, mais en quelques mots, je voulais simplement ajouter que nous avons également le GIEC qui nous donne les bases scientifiques et donc qui conseille les parties avec une base scientifique, et je crois que c'est un élément fondamental du puzzle. La première question donc posée par notre auditrice ou auditeur, existe-t-il des exigences de présentation des rapports dans la Convention cadre ou dans l'accord de Paris? MJ disait que ça fonctionnait bien. Non, il me semble que j'ai pas bien compris. Bon, de toute façon, avons-nous besoin d'un nouvel accord ou protocole pour pouvoir remplir toutes ces exigences en termes de gouvernance? Je crois que nous avons déjà les structures nécessaires, bien qu'elles puissent avoir bien sûr beaucoup de lacunes. Par exemple, si nous pensons au rapport que nous avons rédigé en 2018 et que nous sommes en train de mettre à jour, nous tenons compte de certaines des décisions qui ont été prises récemment par la conférence des parties de l'accord de Paris sur la présentation de rapports, sur la comptabilisation, etc. Et bien sûr qu'il y a des lacunes. Mais
si on se demande si nous avons besoin d'un nouveau forum de délibération sur la gouvernance de l'élimination du CO2, non, je pense que non. Et je pense que le régime climatique dont nous disposons est le forum dans lequel nous pouvons fixer les normes sur ceci. Claire? Moi, je suis d'accord avec ce que dit MJ. Si nous ne réussissons pas à résoudre certains des problèmes que nous sommes en train de vivre dans le régime climatique, comme par exemple les tableaux de présentation de l'information ou la façon de comptabiliser les émissions nettes dans différents secteurs, alors je ne sais pas quel autre système international nous pourrions créer. Je pense que nous devons maintenant nous axer et faire tout notre possible pour que fonctionne le mieux ce que nous avons déjà, c'est-à-dire ces cadres de présentation d'informations, et nous devons nous servir de sources indépendantes de données de la communauté scientifique pour pouvoir vérifier ce que les gouvernements présentent. Il y a des défis dans ce sens. Et par exemple, les différentes définitions que l'on utilise, comme je le disais dans ma présentation, sur ce que l'on considère comme une émission anthropique, il y a des délégués gouvernementaux qui présentent des inventaires de gaz à effet de serre différents. Et ceci évidemment, suppose une difficulté, mais de toute façon, je suis d'accord avec ce que dit MJ, c'est-à-dire que l'accord de Paris est l'architecture idéale pour aborder ces questions également. Oui, ça me rappelle la diapositive dans ta présentation avec la pomme, hein, non? Mais donc le fait de comparer des pommes et des oranges, c'est difficile car ce sont des choses qui sont différentes. Que donc, si le public veut en savoir plus, surtout, n'hésitez pas à envoyer vos questions et vous pouvez donc les formuler dans la section de questions-réponses de la plateforme. Donc, parlons maintenant d'incitation financière. Une partie de la gouvernance consiste à établir des normes et l'autre à fixer des incitations. Comment pourrions les incitations à l'élimination du CO2 à grande échelle pourrait-elle faire l'objet d'une bonne gouvernance si c'est nécessaire? Je vais commencer, Claire pourra ajouter quelque chose. Dans le régime que nous avons pour le climat, nous disposons d'un système avec une architecture de financement. Nous avons un système dans lequel les gouvernements nationaux peuvent prendre des engagements pour réduire les émissions et établir des stratégies à long terme qui s'inscrivent dans les objectifs qui ont été fixés dans ce délai. Donc une incitation devrait être pour les partis qui remplissent leurs objectifs qu'ils ont pris. En ce qui est du système, les incitations qu'il peut offrir doivent combler les lacunes qu'il y a en termes de financement. Nous n'avons pas d'option de financement suffisante, surtout qui soit utile et qui comporte peu de risques. On a parlé des échanges des résultats d'atténuation sur lequel on délibère, et dans l'article que nous avons écrit, nous avons mis l'accent sur différents défis posés par l'article 6, par le biais duquel on établit ces échanges des efforts d'atténuation. Et donc, il faut se demander si on peut inciter des mesures telles que le boisement et le reboisement, car d'un côté, on capture des émissions, mais que se passe-t-il avec la permanence qui pose des difficultés? Donc, l'article 7 parle des difficultés liées à certaines options d'élimination du CO2. Ceci dit, il y a une structure de comptabilisation qui peut être utilisée pour générer des incitations, mais celles-ci peuvent avoir des difficultés en raison du cycle des émissions de chaque pays et aussi en fonction des différentes capacités qu'il y a dans chaque pays. Donc, il y a différentes options sur la façon de procéder, mais d'un côté, on peut financer directement des stratégies et des initiatives à faible coût. Et ensuite, il faut faire un fonds pour pouvoir financer des initiatives qui sont plus coûteuses. Je ne sais pas si Claire veut ajouter quelque chose.
Oui, et ma connexion à Internet ne fonctionne pas très bien. J'espère que vous pouvez bien m'écouter. Il y a deux catégories d'incitations. Les incitations pour l'application de technologies qui sont plus à portée de la main, et pour ceci, on peut tirer les leçons de programmes comme RED+, ou d'autres programmes similaires dans lesquels on applique un financement qui est basé sur les résultats pour encourager, dans le cas de RED+, par exemple, la réduction du déboisement et réduire la dégradation forestière. Ceci, on pourrait extrapoler ceci à la restauration des bois ou des écosystèmes. On peut réfléchir sur ces structures de gouvernance nécessaires dans les pays dans lesquels ces programmes seraient mis en marche pour garantir qu'il existe un cadre juridique adéquat afin de garantir la permanence de ces initiatives. Et par ailleurs, il faut aussi des incitations pour élargir l'application de ces technologies, comme disait MJ. Cela est surtout utile pour des options technologiques plus novatrices, et dont on ne sait pas jusqu'à quelle mesure on va avoir recours. Et comme principe de précaution, on pourrait commencer à faire plus de recherches sur l'élargissement, l'application à plus grande échelle de ces technologies. Et pour ceci, il nous faut un financement. Mais il est clair que nous ne savons pas encore très bien comment fixer les incitations adéquates. Il y a des entreprises qui disent qu'elles vont investir pour développer des technologies de captage direct du carbone de l'air. Nous pourrions avoir un système général de gouvernance complet, d'ailleurs un système complet dans lequel les incitations seraient que les pays atteignent les buts qu'ils se sont fixés pour la réduction et l'élimination de CO2. Mais un projet de la sorte, une recherche de la sorte doit être menée d'une façon adéquate, et donc il faut des incitations adéquates. Bon, j'en parle beaucoup, mais en fait, je veux dire qu'il faut se demander quels sont les avantages au-delà du captage de carbone de certains projets, surtout avec les options terrestres fondées sur la nature. On ne peut pas simplement encourager la séquestration de carbone, il faut aussi penser aux avantages qu'on peut obtenir en termes d'adaptation de diversité biologique, car il faut éviter de créer une structure incitative qui n'encourage qu'une l'une de ces alternatives au détriment des autres. Je ne sais pas comment cela peut être fait, mais je crois que c'est important sur lequel il faut réfléchir. Oh oui, certainement. Et ceci me renvoie à une question liée à une activité précédente qui concerne la présentation du développement durable. Il y a différentes formes d'éliminer du CO2 de l'atmosphère, différentes approches qui sont à l'étude. Par exemple, dans le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré, il est mentionné des défis en termes de gouvernance et des lacunes de connaissances liées à certaines de ces approches. Comment pouvons-nous veiller à la préservation du développement durable en termes de gouvernance? Quel type d'éléments faut-il prendre en compte? Quel type de questions faut-il avoir à l'esprit quand on envisage l'application à grande échelle de certaines de ces approches d'élimination du CO2, sachant qu'il faut respecter d'autres objectifs de développement durable au-delà du climat, qui est ce qui nous préoccupe pour le moment? C'est une question infinie, c'est comme tirer sur une corde dont on ignore la longueur. Claire, je vais peut-être repasser le bébé, pardon. Claire va peut-être pouvoir nous en dire plus. Ce que suppose par exemple l'application de la bioénergie avec captage et stockage de carbone, que suppose de cultiver de la biomasse qui va être utilisée pour la bioénergie avec captage et stockage de carbone. Est-ce que ça a du sens de couper un bois pour cultiver de la biomasse pour la biocombustion? Peut-être que c'est préférable de laisser le bois. Donc toutes les options ont leur contrepartie claire, comme nous l'avons dit dans notre article et comme l'a expliqué Claire dans sa présentation. Quoi qu'il en soit,
il y a, par exemple, une dispute pour l'affectation des terres, sur les ressources hydriques, sur les espaces qui vont servir à cultiver ceci ou cela. Donc, toute option sur laquelle on peut miser, va avoir ses contreparties et va poser des difficultés dans un contexte donné. C'est pour ça qu'on peut avoir un débat très abstrait sur certaines options de décès, mais lorsque l'on veut vraiment faire cette absorption dans un contexte scientifique, alors là, des difficultés surgissent et c'est notre défi principal auquel nous faisons face à l'avenir, savoir les résultats que l'on va obtenir à partir de ce que l'on peut faire en réalité et de ce qui suppose plus de difficultés, et il faut tenir compte de l'équité. Donc, comme nous l'avons mis en avant dans l'article mentionné par Claire et dans lequel desquels elle est une auteure. Merci MJ. Claire? Il y a eu beaucoup plus d'études sur les conséquences en termes de développement durable, l'application d'options fondées sur le terrestre, plus par exemple que les conséquences de technologies comme le captage direct de l'air, du carbone, et sur lesquelles nous avons moins d'études scientifiques. Donc on connaît beaucoup mieux des options comme le boisement et le reboisement, la bioénergie avec captage et stockage de carbone que l'on appelle BECS, et il y a eu un grand débat dans la communauté scientifique sur ce qu'impliquent ces initiatives et sur les conséquences qu'elles peuvent avoir dans différents contextes. Le boisement, par exemple, est polémique car parfois il est préférable de laisser l'écosystème intact au lieu de miser sur une plantation d'une monoculture qui va se traduire par une diminution de la biodiversité et donc impliquer les communautés locales et donc finir par capturer moins de carbone que ne l'aurait fait l'écosystème initial. Donc, il y a des questions qui sont liées à l'application dans un contexte spécial de ces technologies. Pour donc la BECS, il y a aussi beaucoup d'études et une grande partie des profils d'évolution des trajectoires ont recours à cette technologie en grande mesure. Il y a des conséquences très claires sur la façon de gérer la terre, sur la sécurité alimentaire, sur les moyens d'existence des communautés locales. Mais il est clair qu'il y a beaucoup d'études sur ce que cela impliquerait la pire situation, c'est-à-dire ce qu'il arriverait s'il fallait avoir recours donc à la BECS. Ce serait la pire des hypothèses, mais il y a eu beaucoup moins d'études pour savoir quels sont les effets locaux, par exemple, d'un système agricole ou quelles seraient les solutions de partager des cultures pour la bioénergie et pour d'autres types sur un terrain donné, même la possibilité de mettre certaines terres en jachère pour cultiver différents types de cultures, donc avec différentes utilisations. Donc, en fin de compte, pour ce qui est de la séquestration du carbone dans le sol et du biochar, il y a des conséquences pour la sécurité alimentaire, sur la qualité du sol, et il faut prendre compte de tous ces paramètres. Ces options fondées sur la nature posent des changements de l'agencement des terres, l'utilisation des terres. Elles peuvent entraîner une plus grande vulnérabilité des communautés locales et donc il faut se demander si ces écosystèmes dont nous dépendons et en stockant davantage de carbone peuvent poser des problèmes à plus long terme et donc conduire à une situation dans laquelle tout ce carbone stocké finit par être libéré. Et donc, il ne faut pas simplement étudier la viabilité de l'élimination du CO2, mais aussi la viabilité des systèmes pour l'écosystème et d'autres questions. Donc, il faut plus d'études, par exemple, sur des solutions plus novatrices de décès, pour comprendre véritablement quelles sont les conséquences de ces technologies. Et donc, il faut une gouvernance à différents niveaux, international, national, local, afin de veiller à ce que toutes les parties prenantes aient leur mot à dire à l'heure de mettre un projet sur pied et de savoir quelles vont être les conséquences que ceci implique pour tous ces pays.
Donc, c'est la dernière opportunité pour notre public d'envoyer leurs questions, de demander des éclaircissements à MJ et Claire sur ce qu'elles nous ont expliqué. Pendant que vous réfléchissez à ce que vous voulez demander, j'en profite pour vous dire que MJ et Claire ont mentionné un rapport qu'elles ont réalisé pour C2G en 2018 et que vous trouverez sur notre page web. Et nous allons bientôt publier la version mise à jour sur laquelle elles travaillent. Et il y a également d'autres articles qui vont être bientôt publiés sur les interactions entre le développement durable, les ODD, et l'élimination du CO2, sur les menaces qui pèsent sur la diversité biologique et autres. Donc, vous trouverez toutes ces informations sur notre page web, où il y a aussi des informations sur nos prochaines activités. Donc, c'est c2g.net/c2g learn. Donc, apparemment, il n'y a plus de questions, donc nous pouvons conclure. À la fin de ce webinaire, vous verrez apparaître sur votre écran un sondage dans lequel vous êtes invité à déposer vos commentaires sur nos activités. Vous pouvez également formuler des questions et que nous pourrons traiter dans des activités ultérieures. Et donc, merci beaucoup à Claire et MJ pour leur présentation et pour cette question, leur réponse qu'elles ont donnée. Et bien sûr, merci à tout notre public. Et donc, nous vous attendons pour le prochain forum.